Je crois qu'il a cet objectif en tête, ou de vouloir coûte que coûte ce rapprochement avec Alger. La liberté de la presse en Algérie est maintenant tout à fait verrouillée, pour ne pas dire fermée ou supprimée. Les politiques français sont un peu inhibés et tétanisés dans leurs décisions face à l'Algérie. On peut prendre des décisions concernant la Chine ou l'Australie, ça n'aura pas d'impact en France. Mais prendre des décisions vis-à-vis de l'Algérie, encore une fois, c'est de la politique étrangère et de la politique intérieure française. Tout le monde le dit, un certain nombre de mesures recommandées par la Cour des comptes sont d'ordre législatif et auraient pu être intégrées dans le texte de loi. La relation de la France avec l'Algérie est quand même très particulière et exceptionnellement dense par les 132 années de colonisation. Nous avons de mauvaises relations avec les deux, avec le Maroc et avec l'Algérie. Bonjour Xavier Derencourt. Bonjour. Ravi de vous recevoir sur le plateau de FP+. Alors vous êtes ex-ambassadeur de France en Algérie. Oui. Vous avez été même ex-ambassadeur de France en Malaisie. Oui. Au début du XXIe siècle. Il y a longtemps. Vous avez écrit un livre, L'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Alger, en 2022, qui a été publié en 2022. Oui. Donc je vais tout de suite entrer dans le vif du sujet. On a appris au début de l'année que la rencontre entre le président algérien Tebboune et le président Macron avait été une nouvelle fois retardée. Elle devait avoir lieu peut-être en avril 2024. Oui, 2023, oui. Déjà, il y a un an. En avril 2024 également. Et la dernière rencontre entre les deux remonte à août 2022 maintenant, à Alger. Oui. Alors évidemment, ils ont échangé entre eux, mais qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle impasse à ce niveau-là? C'est-à-dire que les deux hommes n'arrivent pas à se rencontrer. Il y a l'élection algérienne à la fin de l'année, en décembre. Est-ce que vous pensez que d'ici là, c'est possible qu'ils se rencontrent et que... J'ai l'impression que quand même cette visite est dans les tuyaux, comme on dit, parce que en réalité, c'est mon sentiment personnel, la façon dont je sens les choses, parce qu'en réalité, je crois que les deux ont intérêt à ce que cette visite ait lieu. Tebboune a intérêt, 20 ans après, 24 ans même après la visite de Bouteflika à Paris, a intérêt à venir à Paris et montrer aux grands électeurs algériens, c'est-à-dire les militaires, l'armée, qui vont désigner éventuellement le futur président de la République, puisqu'il y a des élections présidentielles à Alger en 2024. Donc si Tebboune veut être le candidat de l'armée pour être reconduit pour un deuxième mandat, il a intérêt à venir à Paris pour montrer qu'il a obtenu des choses de la France et du président de la République, notamment l'accord franco-algérien de 1968. Et je pense que de son côté, le président Macron souhaite aussi cette visite de Tebboune. Il est d'ailleurs allé à Alger il y a un an. Parce que je pense qu'il veut montrer que lui, il est capable de réussir avec l'Algérie ce que ni De Gaulle, ni Mitterrand, ni Chirac n'ont réussi, c'est-à-dire faire une sorte de traité de l'Élysée comme le général De Gaulle l'avait fait avec l'Allemagne en 1963. Donc une sorte de réconciliation franco-algérienne. Voilà comment je sens les choses, je me trompe peut-être. Hein. Mais ça fait quand même Macron, ça fait 6 ans qu'il est chef de l'État. Il n'a pas réussi à avancer dans ce dossier, malgré ce que vous avez dit d'ailleurs dans le Figaro à la fin de l'année dernière, malgré les rebuffades et les insultes, il tient vraiment à cette réconciliation qui, d'après ce qu'on voit, n'est pas l'objectif premier en revanche côté algérien. Oui, mais je crois qu'il a cet objectif en tête de vouloir, j'avais même écrit quoi qu'il en coûte, ou de vouloir coûte que coûte ce rapprochement avec Alger. Donc je pense qu'il est prêt, ou du côté français, nous avons été prêts ces derniers mois et nous sommes prêts à passer sur beaucoup de choses, notamment les insultes algériennes, les demandes diverses, les exigences. Si on fait un petit récapitulatif de ce qu'a obtenu Macron et de ce qu'a obtenu le régime algérien, on s'aperçoit qu'il y a un déséquilibre. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ce qui a été obtenu de la part de l'Algérie, notamment par rapport à Maurice Audin, etc. Le rapatriement des crânes, notamment des soldats algériens, il me semble, ou des Algériens. Oui.
qu'est-ce que ça dit de ce rapport de force? Je crois que pour l'instant, le match est à peu près à égalité. C'est-à-dire que ce qui a été fait par le président de la République, ce sont ce qu'on appelle les gestes mémoriels, mais ce sont des gestes, j'allais dire, gratuits, qu'on aurait fait, à mon avis, de toute façon. La réhabilitation de Maurice Audin, la restitution des crânes, la réhabilitation d'Ali Boumengel, qui était l'avocat du FLN, sont des gestes, qu'on aurait fait tôt ou tard et qui portent exclusivement sur le mémoriel, encore une fois, sujet auquel Alger est particulièrement sensible. Donc je dirais que la balance est à peu près égale. Ce qui n'est pas normal, en revanche, c'est qu'il y a eu beaucoup de critiques de la part d'Alger. Il y a eu le rappel de leur ambassadeur à 2 ou 3 reprises. Ils n'ont rien fait en matière d'exécution des OQTF, de délivrance des laissez-passer consulaires. Donc dans ce domaine-là, effectivement, c'est eux qui sont débiteurs. Il y a aussi eu, pendant les émeutes ou après les émeutes liées à la mort de Naël, il y a eu un communiqué algérien absolument scandaleux. Allez-y. Absolument scandaleux parce que Alger se mêlait de ce qui ne le regardait pas. D'abord parce que le jeune Naël, à ma connaissance, n'était pas binational. Il était français d'origine algérienne, mais il était français, il n'était pas binational. Et puis, deuxièmement, parce que c'était une ingérence flagrante dans les affaires intérieures françaises. Et imaginez que pendant le Hirak, le gouvernement français ait publié un communiqué analogue appelant Alger à protéger les ressortissants français ou les binationaux français en Algérie. Moi, ambassadeur, j'aurais été convoqué et rappelé sans doute à Paris. On apprend, ça c'était la réaction algérienne à ces émeutes, on a appris récemment que d'après l'index mondial de la persécution des chrétiens, que le pays du monde dans lequel il y avait le plus d'actes antichrétiens qui avaient été faits en 2023 était l'Algérie avec le Laos. Oui. Est-ce que la France doit faire ce qu'avait fait l'Algérie par rapport à la mort de Naël? Comment on peut appréhender cette information? Qu'est-ce qu'on peut en déduire de ce qui se passe aussi en Algérie? D'une manière générale, moi, ce qui me frappe en tant qu'ancien ambassadeur, ancien diplomate donc en poste à Alger, c'est que ces derniers temps, la France, le Quai d'Orsay n'a jamais réagi face à toutes ces atteintes ou ces piqûres d'épingle de la part de l'Algérie. Quand ce communiqué, là, au moment des émeutes, a été publié, il ne s'est rien passé. On n'a pas rappelé notre ambassadeur à Alger. Il y a, en matière de liberté de la presse, et vous êtes directement concerné, la liberté de la presse en Algérie est maintenant tout à fait verrouillée, pour ne pas dire fermée ou supprimée. On ne réagit pas. Alors que d'habitude, nous sommes prompts à prendre fait et cause pour les atteintes à la liberté de la presse dans le monde. Et quand il y a la fermeture d'une quarantaine d'églises, nous ne disons rien. L'Algérie est un des pays où le catholicisme ou le christianisme est le plus difficile et la religion la plus difficile à pratiquer. Alors, depuis que vous n'êtes plus ambassadeur, vous avez beaucoup réagi publiquement, notamment vous avez critiqué, vous voudriez lancer un appel pour que les politiques s'emparent des accords de 1968. Est-ce qu'on peut revenir sur ce sujet en particulier? Qu'est-ce que sont ces accords? Que sont-ils? Et après, je vous poserai des questions sur comment les politiques se sont emparés de ce sujet que vous avez mis au final sur la table. Oui. Peut-être qu'ils étaient au courant, mais ils n'en parlaient pas. Personne n'en parlait, effectivement, et j'ai déterré les accords sujet. Je l'ai mis sur la table, d'où le problème. D'où le problème, on en reviendra. Quel est le contenu de ces accords? Alors, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en réalité, il fait suite aux accords d'Évian. Pourquoi? Parce que les accords d'Évian prévoyaient
la libre circulation entre la France et l'Algérie, notamment au profit des Français, des Pieds-Noirs qui habitaient en Algérie. On voulait qu'ils puissent se déplacer librement entre l'Algérie indépendante et la France. Et puis, il s'est passé ce qu'il s'est passé. Les Pieds-Noirs sont rentrés en juillet 62. Donc, on se trouvait avec un accord, les accords d'Évian, extrêmement favorable aux seuls Algériens, puisqu'il n'y avait plus de Pieds-Noirs, et les Algériens pouvaient aller et venir s'installer en France sans limite, puisque les accords d'Évian ne prévoyaient pas de limite. Donc, en 68, on a négocié puis signé un accord avec l'Algérie, l'accord du 27 décembre, qui n'est pas aussi favorable que les accords d'Évian, c'est-à-dire qu'il ne prévoit pas la libre circulation intégrale, mais il est plus favorable que le régime que la France accorde à d'autres pays, notamment la Tunisie, le Maroc ou nos anciennes colonies, puisque les Algériens bénéficient d'un certain nombre de dérogations en matière de regroupement familial, en matière de conditions d'intégration dans la société française, en matière de versement de prestations. Les prestations sociales dont on a beaucoup parlé au moment du vote de la loi sur l'immigration, il n'y a pas de délai de carence pour les Algériens. Donc le Parlement a voté une loi qui prévoit un délai pour recevoir des prestations sociales, mais ça ne s'applique pas aux Algériens. Donc 40% des migrants concernés. Pourquoi? Parce que dans notre ordre juridique, les traités internationaux ont une valeur supérieure aux lois. Donc c'est pour cela que les hommes, les femmes politiques ont découvert cette anomalie en quelque sorte et ils se sont emparés de ce sujet. Par exemple, vous parliez des dérogations qui avaient cours pour les Algériens. Il y a par exemple ce renouvellement automatique de visa. On peut en citer 2, 3. Et il y a aussi pour un visa accordé de longue durée, il me semble, ce n'est pas 5 ans de séjour en France qu'il faut, mais 3 ans. Oui, ce sont pour le regroupement familial, pour beaucoup de choses, il y a des dérogations par rapport au droit commun. Et après ça, c'était pour la Fondapol. La fondation. Oui, la Fondapol a publié. Vous avez publié un texte sur ces accords, une note. Une note sur l'accord de 68. Et dans la semaine, j'ai vu Édouard Philippe, Éric Ciotti, Manuel Valls. Les Républicains. Les Républicains, on en a parlé. Les Républicains, Éric Zemmour, le RN, Nicolas Sarkozy. Dans une longue interview qu'il a faite pendant l'été. Alors, de la part de Nicolas Sarkozy comme d'Édouard Philippe, ils ont été l'un Premier ministre, l'autre ministre de l'Intérieur et président de la République. Ils semblaient découvrir cet accord. Et d'après vous, c'est par pur opportunisme ou vraiment ils ne le savaient pas, on les a pas prévenus, ils n'en ont jamais entendu parler? Vu les fonctions qu'ils ont occupées, ils devaient le savoir. Mais pourquoi n'ont-ils pas dénoncé l'accord ou pourquoi n'ont-ils pas pris position sur cet accord lorsqu'ils étaient Premier ministre ou ministre de l'Intérieur ou président de la République? Il faut les recevoir ici et leur poser la question. À mon avis, la réponse, c'est que, je le dis souvent, les politiques français sont un peu inhibés face à l'Algérie et tétanisés dans leurs décisions face à l'Algérie. Est-ce qu'il y a une part de lâcheté derrière, politique, ou forcément, quand vous parlez de quelqu'un qui est tétanisé, quand c'est dans la République, on a quand même les manettes. Oui, mais je suis d'accord, mais on peut prendre des décisions concernant la Chine ou l'Australie, ça n'aura pas d'impact en France. Mais prendre des décisions vis-à-vis de l'Algérie, encore une fois, c'est de la politique étrangère et de la politique intérieure française, l'Algérie. Donc si on prend des décisions vis-à-vis des ressortissants algériens, ça a immanquablement un effet en politique intérieure vis-à-vis de la communauté algérienne ou franco-algérienne en France. Et donc, les hommes politiques ils marchent sur des œufs à chaque fois qu'il s'agit de
de décider quelque chose, surtout de décider quelque chose de rigoureux, de dur sur l'Algérie. Justement, je rebondis sur ce que vous dites. Dans cette note, vous ne dites pas seulement ce que sont ces accords, vous dites aussi qu'il faut les remettre en cause. C'est pour ça qu'ils se sont emparés du sujet. Ils ont dit qu'il faut les remettre en cause. Effectivement, c'est un scandale. Mais ça ne va pas jeter encore un peu plus d'huile sur le feu. Et non, mais c'est une question peut-être. Oui, mais qu'est-ce que doit faire aujourd'hui Emmanuel Macron, par exemple? Oui, mais Nicolas, vous êtes journaliste, vous suivez l'actualité politique en France, vous avez bien relevé tout ce qui a été dit au moment des débats à l'automne et en hiver là, sur l'immigration, au moment du vote de la loi sur l'immigration. Vous voyez bien que le sujet de la politique migratoire est central dans la politique française. Et dans cette politique migratoire, il y a un énorme kyste qui est l'accord franco-algérien et le régime dérogatoire fait pour les Algériens. Donc, est-ce qu'on veut continuer à exempter des dispositions de la loi sur l'immigration 40 à 45% de la population immigrée, ou est-ce qu'on veut leur appliquer le droit commun? Et je pense que si Alger a réagi aussi vigoureusement, aussi rapidement à la publication de la note de la Fondapol, c'est qu'ils ont senti le vent du boulet, comme on dit. Qu'est-ce qu'avait dit le régime algérien? Vous pouvez nous... Ils ont lancé la presse, ou ce qu'il en reste de la presse algérienne, la presse et les réseaux sociaux aux ordres du pouvoir pour dénoncer cette infamie qui était la possible dénonciation de l'accord de 1968, parce qu'ils y tiennent, évidemment. Il est tellement dérogatoire, cet accord, qu'ils y tiennent. D'ailleurs, dans une interview au Figaro en décembre 2022, le président algérien, Tebboune, avait dit « Nous avons droit à 132 années de visa ». 132 années comme les 132 années de la colonisation française. Donc pour eux, c'est un droit, ce régime dérogatoire. Et donc, les politiques qui viennent dénoncer ces dérogations, il faut les faire taire. D'où, encore une fois, l'intérêt d'une visite de Tebboune à Paris pour essayer de solidifier, sanctuariser l'accord franco-algérien. En tout cas, c'est mon sentiment. Vous avez également votre première tribune qui avait fait un peu le buzz, si je puis dire. Elle avait été publiée dans le Figaro en janvier 2023, dans laquelle vous écriviez « 45 millions d'Algériens ne souhaitent qu'une chose, partir et fuir vers la France ». Alors, Pierre Brochand, ex-patron de la DGSE, prend également la parole publiquement depuis plusieurs mois, plusieurs années, en disant qu'on est au bord de la catastrophe. Sur les mêmes thèmes, sur l'immigration notamment. Sens large, pas que l'immigration de l'Algérie, mais pourquoi s'en inquiéter publiquement lorsqu'on n'est plus en poste? Évidemment, je comprends, mais certains Français ne le comprennent pas. Ils se disent qu'ils ont eu aussi l'occasion de dialoguer avec le chef de l'État, le ou la Première ministre, et pourquoi maintenant, une fois qu'ils sont libérés, on va dire, de la charge du poste qu'ils occupaient? D'après vous? Une réponse en deux temps. D'abord, effectivement, parce que une fois que nous ne sommes plus, Pierre Brochand ou moi, en responsabilité dans des fonctions officielles, et donc tenus par un devoir de réserve, on peut s'exprimer plus librement, et notamment dans la presse ou par des expressions publiques. Mais deuxièmement, le rôle d'un ambassadeur, et je pense que Pierre Brochand l'a fait dans ses fonctions, moi je l'ai fait dans les miennes, on doit aussi alerter, pas publiquement, mais alerter le gouvernement, les autorités françaises, des risques, des dangers ou des problèmes qui se posent. Et moi, sur l'accord de 1968, j'ai eu l'occasion, en tant qu'ambassadeur à Alger, j'ai eu l'occasion de dire attention, on va avoir un problème.
pourquoi Et donc j'ai alerté le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre. Et eux, ils vous répondaient? Est-ce qu'ils vous répondaient à votre courrier ou appel téléphonique? Dans le domaine des visas, j'ai réussi à convaincre le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et le ministre de l'Intérieur de l'époque, qu'il fallait revenir à un régime, en tout cas moins dérogatoire pour les Algériens. Non pas changer les accords, comme je l'ai dit aujourd'hui, mais qu'il fallait à l'intérieur de ces accords être beaucoup plus strict. Et c'est ainsi que nous sommes passés en 2017-2018 de la délivrance de 420 000 visas par an aux Algériens à 280 000 en l'espace d'un an. Donc on a réduit d'à peu près un tiers en l'espace d'un an. Et à nouveau, l'année suivante, on est redescendu à un peu plus de 150 000. Donc on a fait un travail de nettoyage assez important parce qu'on a vérifié les conditions pour les étudiants ou soi-disant étudiants, certains ne l'étant pas, pour venir en France, les conditions d'hébergement, on a appliqué de manière beaucoup plus rigoureuse les critères de l'accord franco-algérien de 1968, alors que ces critères n'étaient peut-être pas remplis de manière aussi rigoureuse auparavant. Donc voilà, j'ai eu l'occasion, sur ce dossier des visas, sur ce dossier migratoire, de mettre en œuvre une politique plus restrictive, avec l'accord du Quai d'Orsay et du ministre de l'Intérieur, et de l'Élysée. Vous partagez les mêmes craintes que Pierre Brochant, que l'on voit ici à l'écran. Est-ce que vous partagez ces craintes sur ce qui pourra advenir? Après les émeutes, il avait écrit une tribune dans le Figaro. Ce qui pourra advenir dans les années à venir de ce que pourrait devenir la France si il y a une telle immigration qui est maintenue à ce niveau-là? Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord là-dessus. Et tous les politiques, ou presque tous, disent que le phénomène migratoire doit être contrôlé. Alors ils le disent de manière plus ou moins forte ou de manière plus ou moins argumentée, mais je crois que à la fois dans l'opinion publique et dans une bonne partie de la classe politique, il y a quand même un consensus là-dessus. Sinon, il n'y aurait pas eu une 30e loi sur l'immigration, s'il n'y avait pas de problème. Donc après, c'est une question de mesures qui sont mises en œuvre, qui sont respectées. Il ne faut pas seulement voter un texte, parce que le déclamatoire ou l'incantatoire ne suffit pas dans ce domaine, mais il faut exécuter les mesures. C'est-à-dire, vous avez vu le rapport de la Cour des comptes qui est quand même assez accablant sur notre politique migratoire. Donc je crois que tout le monde est à peu près d'accord sur le fait que, et y compris la Cour des comptes, sur le fait que notre politique, elle tourne à vide. D'ailleurs, sur ce rapport dont vous parlez, Pierre Moscovici, qui est à la tête de la Cour des comptes, avait assumé le fait de n'avoir pas dévoilé ce rapport pendant le débat sur l'immigration. Soi-disant pas influencer les parlementaires. Et justement, le rôle de la Cour des comptes est quand même d'éclairer le débat public et d'informer le Parlement. Donc il y a eu rétention d'informations. Donc il y a eu une rétention d'informations, alors que tout le monde le dit, un certain nombre de mesures recommandées par la Cour des comptes sont d'ordre législatif et auraient pu être intégrées dans le texte de loi, sans problème. Donc d'après vous, il a failli à sa tâche, à sa mission. C'est le constat qui a été fait, pas beaucoup dit, mais qui a été fait par certains journalistes, certains de vos confrères, oui. Donc vous n'êtes plus ambassadeur de France en Algérie depuis 2020. Oui. Est-ce que vous suivez l'action de vos successeurs? Il y en a eu 2 jusqu'à présent, et notamment de Stéphane Romaté, qui est aujourd'hui ambassadeur de France en Algérie. Est-ce qu'ils sont dans la même... est-ce qu'ils marchent sur vos pas? Ou plutôt, ils sont un peu... Non, je ne crois pas. D'abord, je ne suis pas leur action. D'accord. Et puis, je ne crois pas qu'ils soient sur cette ligne-là. Je pense que mon discours les gêne plutôt. Vous avez eu des retours à ça? Oui. D'accord. Donc, ça veut dire que ça gêne beaucoup le régime, et eux, on vend et partagent les craintes du régime.
pour être complet, mon successeur actuel m'a supprimé de la revue de presse de l'ambassade que je recevais depuis 15 ans maintenant. Bon. Ça veut dire qu'au moment où on parle avec... m'a supprimé de la liste des destinataires de la revue de presse qui est diffusée à beaucoup de gens. Ça veut dire qu'on est susceptible de voir les chiffres sur les visas que vous avez su réduire, les accords de visa, augmenter. Là, ils ont augmenté, oui. D'accord. Donc, en fait, il prend... Alors après, il y a eu le Covid aussi. Oui, juste après. COVID, oui. Donc moi, quand j'ai quitté Alger il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans, on était descendu à peu près 150 000 visas par an. C'est descendu à 80 000 au moment du Covid. Et aujourd'hui, c'est remonté, je pense, à 300 000 environ. On aura les chiffres des visas sur le 25 janvier. Il a même déclaré, l'ambassadeur actuel, je ne veux pas le prendre à partie, mais c'est aussi la politique de la France à l'étranger. La France et l'Algérie entretiennent une relation d'une exceptionnelle densité. Récemment, hein. Est-ce que c'est pas se voiler la face d'employer de tels mots et de se satisfaire un régime alors qu'on n'en pense pas moins, ou vous pensez qu'il... Non, mais on peut voir dans cette expression le verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi, j'ai utilisé des expressions similaires en poste. Exceptionnelle densité, ne serait-ce que par l'histoire quand même. On ne peut pas le nier. L'histoire, la relation de la France avec l'Algérie est quand même très particulière et exceptionnellement dense. Par les 132 années de colonisation. Je vais dans quelques jours à Amboise avec un écrivain algérien pour voir où a été retenu en France pendant 5 ans Abdelkader, donc pour voir comment valoriser un peu le passage de l'émir Abdelkader à Amboise, qui a été non seulement vaincu par la France, mais qui a joué un rôle public, politique extrêmement important, y compris en Orient, où il a sauvé beaucoup de chrétiens de Damas. Donc voilà, l'histoire franco-algérienne, elle est d'une exceptionnelle densité, mais il y a également beaucoup de difficultés dans cette relation dense. Il y a la guerre, il y a eu les pieds noirs, il y a eu l'islamisme, il y a aujourd'hui l'immigration. Donc voilà, il faut voir les deux. Est-ce que vous pensez que la guerre d'Algérie n'est pas encore finie, comme certains... Non, la guerre d'Algérie n'est pas finie parce que il y a encore beaucoup de survivants de la guerre d'Algérie, il y a encore beaucoup de pieds noirs, il y a encore beaucoup de harkis, on les oublie souvent, il y a le phénomène de l'immigration. Et puis c'est quelque chose qui a marqué toute une génération et qui a laissé des traces. Et je me souviens avoir entendu Jérôme Fourquet, le politologue bien connu, rappeler que les attentats de Toulouse faits par Mohamed Merah en 2012 avaient eu lieu le 19 mars 2012, et Jérôme Fourquet disait c'est 50 ans pile après la signature des accords d'Évian. L'attentat contre le Bataclan, pas le Bataclan, c'est après l'hypercacher à Saint-Mandé, je crois. C'est le 7 janvier, et le 7 janvier, c'est la date du début de la bataille d'Alger en 1957. Donc cette coïncidence des dates, disait Jérôme Fourquet, ça prouve que dans l'imaginaire ou dans l'inconscient, il y a encore un lien avec l'Algérie, avec la guerre d'Algérie. D'ailleurs, le titre de votre livre, en 2022, c'est « L'énigme algérienne ». Pourquoi avoir employé le mot énigme? Parce qu'on a l'impression que les deux se connaissent finalement bien, ou je me trompe? Non.
les Algériens nous connaissent bien, mais nous ne connaissons pas bien l'Algérie, parce que l'Algérie est un pays très compliqué, très opaque. Je disais souvent, Alger, c'est la Corée du Nord, mais la Corée du Nord à 800 km de Marseille. Donc c'est un pays très, très fermé, très opaque, donc un pays qui reste très énigmatique pour nous. Alors que pour les Algériens, la France est un livre ouvert. Vous avez Internet, vous avez tout sur la France, et ils ont une communauté algérienne en France, donc ils savent tout ce qui se passe en France. Nous, pour connaître l'Algérie, pour connaître le fonctionnement de ce système, pour connaître la profondeur du pays, c'est très compliqué. C'est pour ça que avoir passé 2 séjours, presque 2 fois 4 ans en Algérie, a été... Je comprenais mieux au bout de 8 ans qu'au bout de 4 ans. Et d'après vous, le régime algérien, quel est le sentiment aujourd'hui 70 ans après, plus de 70 ans après la fin de la guerre d'Algérie, quel est le sentiment, même si vous venez de nous dire qu'elle n'est pas finie, on a compris pourquoi, mais quel est son sentiment vis-à-vis de la France? Il est encore dans le ressentiment, justement? Il y a une relation ou une perception très ambivalente. Il y a à la fois l'amertume, mais plus que l'amertume vis-à-vis de l'ancien colonisateur, mais aussi le sentiment que la colonisation et la guerre ont créé des droits en faveur de l'Algérie. Et que donc ils sont créanciers sur la France, et que c'est pour ça que le régime des accords de 68, pour eux, c'est normal, c'est une compensation à la colonisation. Et ils estiment avoir droit à un régime particulier. Donc le regard qu'ils portent sur la France, voilà, c'est un regard double. On nous critique, on nous insulte, on nous reproche beaucoup de choses, mais en même temps, on n'hésite pas à utiliser les droits qu'ils estiment avoir vis-à-vis de la France. Et aujourd'hui, le régime algérien, quelles concessions il aimerait obtenir de la part d'Emmanuel Macron, si ce n'est pas cette année, peut-être l'année prochaine? Quelles concessions maintenant attend le régime? Mais vous avez peut-être lu les dernières déclarations du ministre algérien des Affaires étrangères à propos de la visite du président algérien en France. Il a dit qu'il y a au moins 3 revendications qui ne sont pas éclaircies. Il y a des objets appartenant à l'émir Abdelkader qu'on veut récupérer. Il y a les essais nucléaires et une indemnisation de la France sur les essais nucléaires, des réparations, c'est-à-dire que ça va être très compliqué. Et puis il y a évidemment la question des visas. Mais donc vous voyez, il y a des domaines encore très sensibles. Et justement, Emmanuel Macron qui veut se rabibocher avec l'Algérie, en tout cas il veut que cette relation soit saine, est-ce qu'elle se fait au détriment, cette tentative de rapprochement, au détriment du Maroc, avec qui, historiquement, la France, quand même, entretenait des relations plutôt ténues? Je dirais que sont un petit peu ça a toujours été un petit peu des vases communicants, Algérie et Maroc. Et historiquement, tous les chefs d'État français ont essayé d'avancer d'un pas de chaque côté, en maintenant un équilibre entre l'Algérie et le Maroc. En début d'un quinquennat ou d'un septennat, se pose toujours la question de savoir par où commence-t-on une visite officielle, en Algérie ou au Maroc. François Hollande, c'était l'Algérie, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, et Emmanuel Macron, c'était le Maroc. Donc voilà, il y a toujours un équilibre. Le fait est qu'aujourd'hui, nous sommes en réalité mal. Nous avons de mauvaises relations avec les deux, avec le Maroc et avec l'Algérie. Mais pour des raisons un peu indépendantes. Avec le Maroc, c'est parce qu'il y a eu les affaires, vous savez, Pegasus, il y a eu l'arrestation d'un haut dignitaire marocain en France, quoi. Il y a eu beaucoup de divers problèmes qui ont fait que le palais à Rabat a sanctionné un peu la France, et donc nos relations sont difficiles, très compliquées avec le Maroc.
Et avec l'Algérie, on a cette relation très sinusoïdale, mais pour l'instant, c'est un peu un encéphalogramme plat. Je dirais que la balance est davantage dans le camp algérien aujourd'hui, mais pas énormément par rapport au Maroc quand même. On a parlé des critiques émanant de l'Algérie envers la France après les émeutes et la mort de Naël, au moment des émeutes et après la mort de Naël. Il y a également sur un plan plus géopolitique, il y a donc sur un plan un peu plus géopolitique, une certaine distance prise par l'Algérie vis-à-vis de la France. Quand elle ferait avec la Russie, oui. Notamment aussi sur le conflit israélo-palestinien, elle prend des positions très divergentes par rapport à la France. Est-ce que vous pensez qu'elle envoie quand même des signaux très négatifs envers Emmanuel Macron et, sans le dire, dit au président de la République française, ce rabibochage n'aura jamais lieu ou ça sera très difficile? Comment vous l'expliquez, cette position algérienne? L'armée algérienne, d'une part, c'est la colonne vertébrale du système, d'autre part, elle nous déteste ou elle déteste la France. Et troisièmement, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a aujourd'hui une espèce d'alliance tacite, non écrite, entre l'armée et les islamistes qui se sont combattus pendant la guerre civile algérienne. C'est ça qui est paradoxal. Quand on vous met dans le crâne depuis l'âge de 3 ans que la France, c'est l'ennemi, quand un pouvoir tire sa légitimité du discours anti-français, forcément ça laisse des traces. Il faudrait essayer de rétablir un rapport de force avec l'Algérie.